That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières sorties chez Dark Horse. Nous allons commencer avec ceci, Baltimore, The Curse Bells, scénarisé par Mike Mignola et Christopher Golden, et dessiné par Ben Stenbeck. Donc premier numéro sur 5. Alors Baltimore, avant d'en parler, on va faire un petit récap, vite fait. Il s'agit de la deuxième mini-série. Baltimore, donc qui fait suite à celle-ci. Baltimore The Plague Ships, donc c'est sorti l'année dernière, c'est sorti en 2010, donc ça c'est le hardcover sorti chez Dark Horse. J'en avais fait une vidéo spéciale, mais vite fait pour résumer le truc. C'est tiré d'un roman, c'est inspiré d'un roman, Baltimore, écrit par Christopher Golden et Mike Mignola. Donc Christopher Golden, qui c'est? Christopher Golden, c'est le romancier, on va dire ça comme ça, c'est l'auteur attitré de la licence Hellboy, donc qui a notamment écrit ça en partenariat avec Mike Mignola. Hellboy, l'armée maudite. Donc pour ceux qui ne sauraient pas que ça existe, je sais pas, il y en a peut-être, hein, je pense qu'il y en a qui ne savent pas qu'un roman Hellboy est sorti, encore moins que ce roman a été édité en France. Donc il y en a eu plusieurs, hein, aux États-Unis, les romans Hellboy, il y en a pas mal, on doit approcher la dizaine je crois, il y en a même eu un sur Lobster Johnson, c'est vous dire. Mais en France, donc édité aux éditions Bragelonne, si je le prononce bien, bah, on en a eu un, hein, en France, L'Armée Maudite. Ça casse pas des briques, je vous cache pas, c'est pas un truc de fou, c'est pas un truc de malade, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se lit. Ça se lit tranquillement, sûrement, sans déplaisir, d'une traite. Et c'est d'autant plus recommandable que ça s'inscrit dans le Hellboy Universe. C'est accepté, c'est toléré par la chronologie et l'histoire d'Hellboy, puisque le volume de Abe Sapien la Noyade y fait référence. Au tout début, on nous explique que Hellboy n'est pas avec Abe Sapien pour cette mission, parce que Hellboy est actuellement dans le désert avec une archéologue, je crois, du nom de... Et en fait, bah, c'est ça, c'est l'armée maudite. Donc Hellboy n'est pas avec Abe Sapien parce que voilà, il tatane la gueule à des monstres avec des haches. Donc voilà, donc je vous le recommande, mais pour présenter brièvement qui est Golden, donc je vous avais dit, on va revenir là-dessus, Baltimore The Plague Ships, donc à l'époque j'en avais fait une vidéo l'année dernière où je parlais du hardcover. Je vous disais que c'était sympa, donc ça s'inscrit dans l'histoire d'un roman, donc intitulé Baltimore, écrit par Christopher Golden. Et grosso modo, pour la faire courte, la version BD de Baltimore prend place au milieu du roman, il y a un trou. Au milieu du roman, il y a un trou, et c'est là que se joue la BD. Ça n'a aucune incidence sur le roman n'a quasiment pas d'incidence sur la BD, c'est les mêmes personnages, c'est le même univers, c'est la même base scénaristique. Et du coup, fatalement, lorsqu'on fait une version BD d'un bouquin qui, soi-disant, entre parenthèses, est censé être une nouvelle série, donc une nouvelle licence, mais on est obligé d'expliquer au bonhomme lambda qui n'a jamais lu le bouquin d'origine ce qu'est Baltimore. De décrire l'univers dans lequel évolue le personnage de Baltimore, de montrer son histoire, pourquoi il est là, pourquoi est-ce qu'il a une jambe de bois, pourquoi est-ce qu'il a un harpon, pourquoi est-ce qu'il a autant la haine, pourquoi il y a des vampires dans cet univers-là, ceci, cela. Et donc du coup, bah, malheureusement, le premier story arc Baltimore, bah, il ne se passe strictement rien dedans. C'est ce principal reproche que je faisais au niveau du dessin. Je disais et je montrais que c'était joli, mais voilà, la principale critique que je disais, c'est qu'il ne se passait strictement rien. On explique tout ça, on explique qui est Baltimore, pourquoi il est autant énervé, pourquoi est-ce qu'il est armé jusqu'aux dents, pourquoi il court après des vampires, pourquoi est-ce qu'il court après un vampire en particulier,
J'expliquais même que l'accent avait été mis pour créer un monde cohérent, un univers, comment dirais-je, un univers qui a ses propres codes. C'est ça en fait, ça a vraiment été le principal enjeu de The Luma, c'est de poser les bases d'un univers cohérent, où après la propagation d'une peste, une espèce de maladie qui transforme les gens en vampires ou en zombies, donc Baltimore, c'est ce soldat déchu ayant perdu sa famille, tué par un vampire, décide de se faire vengeance, et donc de tuer ce vampire, donc il court après ce vampire, voilà quoi, jusqu'à peut-être sa propre chute, on sait pas, hein, faut lire le bouquin pour savoir ça. Et donc on nous montre que à la suite de cette épidémie, donc un monde, et cette épidémie en fait, avant d'être la fin de l'humanité, est surtout un changement. Il y a un changement qui s'opère et il faut l'accepter. Et ce changement est vraiment montré dans ce premier volume, et c'est ça qui est intéressant, où on voit notamment la religion, comment la religion s'en sort après un tel événement, comment les survivants survivent entre guillemets, se remettent du choc, s'adaptent et vivent avec cette épidémie et ces monstres, tout ça. Donc on voit Baltimore passant par plusieurs villes et plusieurs villages différents, chacun gère le truc à sa manière, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a un monde, un univers cohérent qui s'est créé, et c'est très intéressant à regarder parce que du coup ça tient debout et on s'intéresse à tout ça. Donc ça c'était le premier volume, donc pas inintéressant mais pas captivant. Donc la suite, voici la variant cover, The Curseballs, donc dessiné par Francisco Francavilla, donc le bonhomme responsable de la variant cover de The Wild Hunt 1, de BPRD Hell on Earth Monsters 1, donc Baltimore numéro 1, et de la prochaine mini-série Ape Sapiens, The Devil Does Not Jest. Donc 4 variant cover, et voici donc la troisième à être sortie. Alors, que nous donne donc ce début de nouvelle mini-série? C'est juste excellent, moi j'adore, je suis amoureux de Baltimore, du personnage, puisque ce premier numéro est principalement centré sur le potentiel, mais vraiment charismatique du personnage. C'est simple. C'est ce mec-là, pour moi, aujourd'hui, ce serait le Snake Plissken version, on ne veut pas dire Hellboy Universe, puisque Baltimore, en tout cas au jour d'aujourd'hui, n'appartient pas au Hellboy Universe, mais pour moi c'est le Snake Plissken version tueur de vampires. À chaque fois qu'il rentre quelque part, ouvre la gueule, ou fait quelque chose, c'est juste beau à regarder. Ce mec a un charisme de malade, et ça se voit même jusque dans la couverture. Juste sur la couverture, vous voyez, c'est le potentiel charismatique du gars. Sa hache pleine de sang, avec la Sainte Croix gravée dessus, l'épée, vous avez la jambe de bois qui est mise en avant. La cover retranscrit parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro. Ça flingue à tout va, il y a du sang partout, ça se prend pas la tête. C'est même marrant. Voilà, c'est pour vous dire à quel point le ton a vraiment changé, la direction a changé par rapport à cette série. C'est qu'on est centré sur le personnage, non plus sur son histoire, mais sur ce qu'il est devenu, et sur sa quête. C'est un type qui a complètement accepté ce qu'il est devenu, son destin entre guillemets, et du coup ses réactions sont vraiment en totale contradiction par rapport au monde dans lequel il évolue. Exemple, un petit exemple, puis après on va passer à autre chose. Le bonhomme se pointe dans un village, emmené par deux villageois qui disent: oui, on a vu le vampire que tu cherches, il est là-bas, viens avec nous, on va t'emmener là-bas, tu vas pouvoir le tuer. Le gars, normal, hein, il y va, lui il s'en fout. Patatras, c'est un guet-apens, forcément. Il arrive dans le truc, tadam, regardez-moi ça, tous les vampires qui sont autour de lui, donc les vampires soudoient les deux villageois en question: prenez votre argent, vous pouvez y aller. Et le mec, première réponse, c'est rien à foutre, c'est même pas il crie vengeance ou il dit soyez damnés, bande d'inconscients, d'abrutis, je vous maudis, je vais vous poursuivre vous aussi jusqu'à la mort. C'est non, c'est oué à juste. On voit les deux bonhommes, les deux compères, donc ils sont payés, qui se tirent, et le mec, puis il les défonce à tout va, quoi. Il les défonce à tout va, il ouvre les fenêtres, les gars, il crame et tout. C'est juste, mais vraiment, c'est excellent. Tac, tac, on continue, c'est vraiment un enchaînement. Il défonce, claque, il monte, boum, il défonce la porte, rien à foutre. Et là, de sublime demoiselle, vampirisée, hein, faut pas déconner quand même,
qui voit notre bonhomme chaud, tirant une gueule comme pas possible. Viens vers nous, viens avec nous, on va bien s'amuser. Laisse tomber ta quête qui est complètement vide de sens et viens, on va te faire oublier tes tracas. Et lui, il n'y a pas de repos pour moi. Non mais sans déconner, vraiment les paroles second degré complètement connes, quoi, du style Chuck Norris. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bah, c'est un peu la même. Il n'y a pas de repos pour moi. Et la case d'après, bam, une de ces demoiselles qui traverse la fenêtre et qui commence à cramer au contact du soleil. Ça vous montre vraiment le ton qui est donné à cette série. C'est centré sur le décalage existant entre le personnage qui, tout simplement, n'a peur de rien, connaît les vampires, les comprend, sait comment ils fonctionnent, connaît leurs points faibles. Et c'est un type qui sait où il va et rien ne l'arrêtera jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Et du coup, c'est de l'action, du sang et de l'humour. Le trait de Steinbeck, moi je suis un amoureux de Ben Steinbeck depuis son The Ectoplasmic Man, qu'il a fait pour la série BPRD, qui sera d'ailleurs enfin inclus dans un volume TPB de BPRD. Son trait est plus fin, plus dynamique, on sent que le bonhomme, ça y est, il commence vraiment à prendre ses marques sur le tout. C'est beau, les couleurs de Stewart sont, comme d'habitude, sont vraiment jolies, sont très fins, dynamiques, détaillées, très détaillées. Non, vraiment, premier numéro, excellente surprise, je m'attendais vraiment pas à ça, je vais pas dire que je m'attendais pas à grand chose, mais après le premier, je me suis dit, une série plan-plan qui peine à démarrer, on présente le personnage, son histoire, tout ça, c'est chiant. Et non, là, j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire la suite. Vraiment, très bonne surprise. Baltimore, The Curse Bells, je recommande. Deuxième comic book dont nous allons parler aujourd'hui, BPRD Hell on Earth Monsters numéro 2. On ne peut pas y échapper, je vais être obligé de taper la causette là-dessus. Donc, toujours scénarisé par John Arcudi et Mike Mignola et dessiné par Tyler Crook. Couverture donc par Ryan Sook, comme la cover du premier. Moi, on me retirera pas de l'idée que Ryan Sook aurait dû dessiner l'intérieur et Tyler Crook la couverture. Bon, c'est chacun est juge, mais moi, quand je vois la couverture et quand je vois le résultat à l'intérieur, je me dis, il y a un souci, il y a un pépin. Mais bon, au niveau du dessin, on va commencer par ça. Donc, je vous expliquais ma théorie. BPRD Hell on Earth Monsters 1. Il se passe rien, c'est vide, il se passe rien, c'est chiant comme la mort, il se passe que dalle, on comprend pas ce à quoi on est en train d'assister si ce n'est à du vide. Si du vide, millions d'images, par Tyler Crook, et donc je disais, tout simplement, voilà, avant de commencer les choses sérieuses avec BPRD Hell on Earth Russie, chez Dark Horse, on s'est dit, écoute Tyler, on va te filer des biscottes, on va te filer de quoi grignoter un petit peu, quoi te faire les dents dessus, et puis on va commencer les choses sérieuses, le plat principal, plus tard, quand tu seras un minimum fait la main sur cette nouvelle série, puisque tu es dessinateur régulier sur BPRD après le départ de Guy Davis. Donc, BPRD Hell on Earth Monsters est né des suites de ça, c'est ma théorie, et je pense pas que vous me contredirez là-dessus, parce que vraiment c'est le deuxième numéro, donc à la suite du premier, il ne se passe toujours rien. C'est juste, mais affligeant. Sincèrement, c'est vraiment affligeant. C'est une volonté de vouloir lancer un dessinateur sur une nouvelle série qui n'est même pas camouflée en mini-série en fait, puisqu'il se passe rien, c'est hallucinant. Mais comment ils peuvent nous faire croire qu'il y a deux bonhommes qui se sont pris la tête à scénariser cette mini-série? C'est pas possible. Si ça tient sur un post-it, premier numéro, Liz Sherman, on la retrouve dans une espèce de zone de stationnement de camping-car perdue au milieu de pecnos, quoi, vraiment les pecnos américains, une sorte de caricature qu'on peut voir dans le cinéma américain. Elle est confrontée à ça. Hop, pendant tout le numéro, il se passe que dalle. À la fin du numéro, tananin, patatrin, mystère, suspense, on découvre que ces pecnos sont des sortes de satanistes du dimanche, mais vraiment quand je dis du dimanche, qui ont tué quelqu'un. Voilà, qui sont en train d'organiser une sorte de super fiesta en l'honneur de... On va même pas appeler ça un démon, tellement ces mecs sont vraiment ridicules, quoi, dans la hiérarchie des satanistes.
Je sais pas, ils doivent... je sais rien, mais ils doivent idolâtrer Justin Bieber, les mecs, ils idolâtrent Justin Bieber, ils tuent quelqu'un en son hommage, en son honneur. Fin du premier numéro. Le deuxième numéro commence au moment où donc elle est face au cadavre mutilé par cette espèce de secte du dimanche. Donc on la retrouve, elle se bastonne contre ces mecs-là, elle se retrouve prisonnière, faite prisonnière par ces mecs-là, forcément ils sont quand même une bonne trentaine, elle est toute seule, elle n'utilise pas ses pouvoirs, parce qu'il est résigné à ne plus les utiliser à ce moment-là de l'histoire. Donc elle est prisonnière, elle s'échappe, oh suspense, elle s'échappe et fin. Voilà, une case au début, je crois que c'est au début, on nous montre que, alors ça c'est vraiment génial, ça c'est voilà. Donc la première case, c'est vraiment représentatif, la première case, les grenouilles, et hop, et la suite de l'histoire, on nous montre donc la menace existante au-dessus de la tête, donc l'épée de Damoclès en fait, hein, l'épée de Damoclès que se trimballe Lise pendant cette mini-série. Mais la première case, on vous montre et on vous explique indirectement que oui, non mais ne zappez pas, il y a toujours les grenouilles, il y a toujours la menace, la grande menace qui est là, ne zappez pas, restez avec nous, vous allez voir cette petite mini-série, ça va être sympa, on va bien rire. Ouais non, c'est chiant comme la mort quoi, on nous montre derrière en filigrane que il y a les grenouilles qui sont encore là, il y a toujours... cette espèce pas de quête secondaire, mais il y a toujours cette menace sur Lise, cette espèce de destin tragique qu'on lui a promis, c'est encore là, mais c'est mis de côté, volontairement. Et à côté de ça, on va vous montrer ces mecs, on va vous montrer cette histoire qui ne sert à rien. Franchement, c'est du gâchis, c'est du gaspillage de papier. Voilà tout ce que j'ai à dire. Au niveau du dessin, ça commence à se préciser, hein, au niveau des couleurs, Dave Stewart, c'est assez spécial. Regardez cette page que j'ai choisie. Avec les gyrophares de la bagnole, regardez, même les lettres quoi, sont suivent les couleurs du gyrophare. C'est assez space. Il y a toujours cette espèce de tic nerveux chez Tyler Crook ou dans une situation dramatique, malsaine, glauque, sérieuse. Il y a toujours ces espèces de rictus au niveau du visage. Cartoon qui dynamite complètement le suspense du truc, ou en tout cas le minimum d'intérêt que vous pourrez avoir pour la scène d'implication, qui dynamite complètement le minimum d'implication personnelle que vous aurez en lisant cette histoire. Voilà, c'est dur à dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes pris dans le truc, voilà, elle est en train de s'évader, regardez, elle commence à s'échapper, elle prend un flingue, elle braque le gourou du truc, une sorte de sosie américain de José Bové, bref. Avec le fut jamaïcain. Bon bref, faut que j'arrête de casser cette série. Elle commence donc à s'échapper, tout ça machin. Et vous avez le bonhomme qui court avec cette tête là, avec cette espèce de tic cartoon. Regardez-moi la tête de Liz Sherman sur cette case. Non, je suis désolé, on n'est pas pris par le truc quoi. On n'est pas pris par le truc, c'est grave, elle va peut-être mourir, mais on s'en fout parce que le dessin prête incite justement à ce qu'on s'en foute. Donc il faut vraiment que Tyler Crook perde ses tics nerveux graphiques et qu'il fasse des têtes sérieuses et pas des têtes, espèce de caricature de tête. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il se passe que tu vas peut-être mourir, donc arrête de faire cette tête, tu m'énerves. Bon, bref, donc voilà, on perd des Monsters 2, du gâchis, mais j'en parlais dans Hellboy The Fury numéro 3, à la fin de Hellboy The Fury 3, donc spoil, ceux qui lisent la VF, coupez la vidéo tout de suite. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. À la fin donc de Hellboy The Fury 3, Hellboy meurt. Et je vous expliquais que, à côté de ça, était fait la mise au point chronologique entre les deux univers de Hellboy et BPRD. Donc les deux, on nous expliquait de se situer, se dérouler au même moment. Notamment vis-à-vis de cette page, ou plutôt en passant par cette page 6 qu'on voit donc dans BPRD Monsters 2. Donc pendant que Lise est aux prises avec son groupe de dangereux individus, au QG du BPRD, ça va mal en Angleterre. Ça va mal en Angleterre, on retrouve même une sorte de photocopie version Tyler Crook du dessin de Fegredo. Je trouve ça vraiment sympa, l'idée est vraiment très très sympa de vouloir enfin raccorder ces deux séries. Et à la fin parce que pourquoi pile à ce moment-là faire une sorte de raccord, de rappeler aux gens, préciser aux gens que les deux se passent au même moment à cause de cette case, à cause de cette page et de cette case en particulier. Je vous en parlais donc à la fin de la vidéo dédiée à The Fury 3. Abe Sapien, cérébralement parlant, meurt.
Abe Sapien n'est plus. On nous explique que Abe était en pleine récupération de ses moyens, il récupérait, la santé de Abe Sapien s'améliorait, mais qu'à un moment donné, ils ne savent pas pourquoi, à un moment précis, son cerveau a grillé, son cerveau nous a quittés, il est maintenu artificiellement en vie, mais il n'est plus, à proprement parler, avec nous. Et ça arrive donc pile à la fin de Monsters 2, et pile à la fin de The Fury 3, il se passe quoi? Hellboy meurt. Les deux meurent en même temps. Hellboy meurt et Abe Sapien meurt cérébralement parlant, parce que son corps est encore là, et encore en vie, maintenu artificiellement, donc on peut le ramener, mais son esprit n'est plus là. Donc à partir de là, forcément, il n'y a qu'une seule, en tout cas la première théorie qui nous vient à l'esprit, la première idée, hypothèse, serait que Abe Sapien ira donc par la case les enfers, et pourquoi pas y croiser Hellboy. Le seul souci, c'est que Hellboy in Hell n'arrivera pas avant milieu, voire même fin d'année prochaine, et que la série BPRD est en cours, et que je vois mal le BPRD se passer de Abe Sapien pendant plus d'1 an, pour à l'arrivée voir Abe Sapien et Hellboy dessiné par Mignola faire un petit bout de chemin ensemble en enfer avant que Abe Sapien ne revienne. Pourquoi pas? C'est une idée, c'est une théorie, parmi tant d'autres. Si vous en avez d'autres, allez-y, lâchez-vous, mais en tout cas, moi c'est la mienne, pourquoi pas. Surtout que après The Devil Does Not Jest, qui sort le mois prochain, ou ce mois-ci, non, le mois prochain, Dark Horse avait annoncé que à la suite de cette mini-série, ne sortirait plus que des mini-séries se déroulant à cette époque. Traduction, The Devil Does Not Jest sera la dernière mini-série de Abe Sapien à se dérouler dans le passé, donc à être une histoire flashback. À partir de maintenant, toutes les mini-séries Abe Sapien se dérouleront en ces temps bien précis. Donc pourquoi pas, en attendant donc la sortie de Hellboy in Hell, sortira des mini-séries one-shot Abe Sapien, où Abe Sapien, je sais pas, préparer le terrain pour Hellboy, ou je sais pas, rencontrera Hellboy, je sais pas, pourquoi pas, c'est une théorie parmi tant d'autres, comme je vous l'ai dit, à prendre ou à laisser.